Bonjour à tous et bienvenue dans Flash, un format hors-série de l'émission Phosphène. Aujourd'hui, toujours avec Pierre de Georges, on a voulu vous parler de nos 3 films préférés respectifs de l'année dernière. 2021, malgré ses moments difficiles et ingrats, nous a tout de même réservé de très belles surprises en matière de cinéma. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Bonne écoute. Et on commence tout de suite avec mon numéro 3, qui n'est autre que À l'abordage de Guillaume Braque. Tu vois que la meuf là elle est dans ma tête comme ça, c'est qu'on a passé une soirée dans le parc, mais. Ça va. Désolée. On n'a pas le temps là. Est-ce qu'à votre avis, elle sera contente de vous voir? Je l'espère. Excusez-moi, vous êtes qui là? C'est nous pour le Blablacar. J'attendais 2 filles là, Félicia et Sherifa. Ouais, c'est nous. Paris. Alma et Félix se rencontrent. Ils ont le même âge mais n'appartiennent pas au même monde. Alma part en vacances le lendemain. Qu'à cela ne tienne, Félix décide de rejoindre Alma à l'autre bout de la France. Il embarque son ami Shérif parce qu'à de c'est plus drôle et évidemment, rien ne se passe comme prévu. Cette comédie estivale remplie de jeux de séduction et de petites trahisons, ça a été pour moi une véritable bouffée d'air frais. Alors non, À l'abordage n'est absolument pas un film de grande mise en scène, on n'y trouvera pas un découpage à couper le souffle, des éclairages gargantuesques, un travail incroyablement innovant du son. Non, parce qu'en fait la principale force du long métrage, ce sont ses comédiens. Et le fait que la forme soit minimaliste, neutre, ça permet de leur laisser la part belle et de capter les purs moments d'authenticité qu'ils délivrent. Je sais qu'il y a eu un gros travail d'improvisation avec le réal et les acteurs avant, et je pense que ça a beaucoup joué dans la justesse et le naturel qui se dégage de À l'abordage. Je trouve ça vraiment cool aussi d'être face à un film français qui ne se passe pas à Paris. Enfin, un petit bout du film se passe à Paris, mais clairement pas la majorité, et c'est justement toute l'intrigue, cette fuite de la capitale. Il y a tellement de lieux en France qui méritent qu'on s'y attarde et qu'on y raconte des histoires, et c'est dramatique comment il y a tellement de films français qui se déroulent à Paris, et même quand on sort de Paris, c'est très souvent dans des environnements bourgeois. Et là, le fait que la majorité du long métrage se déroule dans un camping un peu moyen au fin fond de la Drôme, moi je trouve ça génial. En plus de ça, c'est un film qui est très drôle, et il y a un vrai propos sur les classes sociales et la façon dont les vacances peuvent tendre à effacer ces cases, mais comment on y est finalement toujours ramené. Enfin voilà, il y a toute cette réflexion-là qui infuse le film, et qui en fait une œuvre beaucoup plus subtile et même plus grave qu'elle n'y paraît. Ce long métrage, il montre qu'il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup pour être touchant. Il y a une scène à la fin du film où les personnages font un karaoké au bar du camping sur Aline de Christophe. Ben ouais, ça a été un des plus beaux moments de cinéma de cette année pour moi, et pourtant c'est montré avec des plans moyens ultra basiques. Donc voilà, foncez voir À l'abordage, et voyez aussi L'île au trésor du même réal, qui est un documentaire qu'il a réalisé avant de faire À l'abordage et qui est juste incroyable. Faudrait être gentil avec les galériens comme moi. Bonjour à tous, donc c'est à moi de parler de mon top 3 de l'année 2021. Je vais commencer par le numéro 3, qui n'est autre que Oxygène de Alexandre Aja. Je suis où? Pourquoi je me souviens de rien? Je suis Milo, votre médical interface de liaison opérateur. Je suis forcément malade. Aucune maladie ou anormalité détectée. Je suis pas malade. Milo, déverrouillage. Je ne suis pas en mesure d'accéder à cette requête pour le moment. Milo, s'il te plaît, je t'en supplie. Je ne suis pas en mesure d'accéder à cette... Une jeune femme se réveille seule dans une capsule cryogénique. Elle a perdu la mémoire et ne sait pas comment elle a pu finir enfermée dans un coffre de la taille d'un cercueil. Alors que l'oxygène commence à manquer, il va lui falloir retrouver la mémoire pour sortir de ce cauchemar. Dernier film en date d'Alexandre Aja, Oxygène est un métrage produit par Netflix et donc sorti sur cette plateforme. Et si on s'émeut parfois que certains films ne sortent pas en salle, je pense que dans le cas d'un film aussi étouffant et claustrophobe, l'ampleur de la chose se savoure très bien cloîtrée dans une petite chambre. Aja prouve encore une fois qu'il aime le cinéma de genre, ici moins l'horreur que la science-fiction, et il met sa caméra au service d'un concept fou, presque anti-cinématographique, où tout n'existe qu'en hors-champ. Véritable thriller paranoïaque, Oxygène tient en haleine par son scénario intelligent et son économie de moyens remarquable. Mention honorable à Mélanie Laurent, qui porte le film sur ses épaules, et en français, notable pour un film de science-fiction. Le film souffre d'un seul défaut, dont on pourrait dire qu'il est un peu le défaut de sa qualité. Étant beaucoup basé sur les révélations et les retournements de situation, je pense qu'il perd un peu de son intérêt au deuxième visionnage. Oxygène est un vrai film à suspense qui m'a collé des frissons, puisqu'il touche à certaines peurs existentielles. L'enfermement, la solitude, la perdition, et encore d'autres dans ses nombreuses révélations. Interruption. Niveau d'oxygène approchant du seuil critique. Et on poursuit mon classement avec en numéro 2, Les Intranquilles de Joachim Lafosse. Tu fais pas confiance en Ah fait. non, je te fais pas confiance. Tu l'avales devant moi. Donc tu me crois pas.
Non, je te crois pas. Du coup, Et du coup, tu me crois pas, mais moi je te crois pas non plus. c'est pas drôle. Mais si, c'est drôle. Mais t'es drôle, t'as ri. Regarde, tu ris. Tu ris. T'es contente? Ouais. Là, je suis contente. Non, bah alors, Oui, si, non, si, non, si. non, non. Tu te fous de ma gueule. Tu vas le bouffer, s'il te plaît. Leïla et Damien s'aiment profondément. Malgré sa fragilité, Damien tente de poursuivre sa vie avec elle, sachant qu'il ne pourra jamais lui offrir ce qu'elle désire. Ce long métrage est grandement inspiré de la propre vie de l'auteur, dont le père a été diagnostiqué bipolaire, et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette dimension autobiographique se ressent, que ce soit dans le traitement du personnage d'Amine, l'enfant qui subit le déchirement de ses parents, ou dans le magnétisme des ambiances qui ne peuvent qu'être liées à un vécu profondément personnel. On est devant une montée en tension de 2 heures, où les personnages sont confrontés aux troubles de plus en plus présents de Damien, qui ne supporte pas les moments de creux. Il faut pour lui que tout soit fou, tout déborde de vie à chaque instant, sauf que c'est pas supportable pour les gens qui sont autour de lui. Et le film est construit en des scènes qui s'étirent, on est sans cesse sur un fil tendu et qui est toujours à 2 doigts de sauter. Il y a un travail impressionnant du corps, des corps qui se cherchent, qui se contiennent, qui sont étriqués et qui déambulent dans les espaces. En ce sens, ça me rappelle beaucoup le cinéma de John Cassavetes, un des réalisateurs que je chéris le plus. Le film n'est jamais figé, tout est multiple. On peut être parfois sur une caméra très mouvante, parfois statique. Il y a parfois des plans sur des visages fugaces, parfois on est sur des plans larges, beaucoup plus composés et picturaux. Et tout ça cohabite ensemble sans que ça ne fasse tache. Il y a une grande variation de la couleur bleue également, ça m'a beaucoup marqué. Le bleu est omniprésent mais sous des nuances très différentes. Regardez la bande-annonce, c'est assez frappant. Le bleu va être parfois là pour signifier une certaine plénitude de ce couple, qui a une belle maison de campagne en forêt. Et puis parfois il peut signifier la froideur entre eux, des fois la colère aussi durant certaines scènes. Donc voilà, Les Intranquilles, c'est un film génial, avec des acteurs qui se donnent à 200%, qui n'imposent pas de réponse, mais qui posent de très nombreuses questions, et notamment sur le couple, et à quel point on peut se donner pour l'autre, et aller jusqu'à sacrifier son propre bien-être, c'est à découvrir absolument. Faut pas avoir quoi? Faut pas avoir honte. Bah voilà, faut pas avoir honte. Faut jamais avoir honte. Jamais. Et je passe maintenant sur mon numéro 2 de mon top, qui s'appelle Le Sommet des Dieux, un film réalisé par Patrick Imbert. S'il vous plaît, laissez-moi grimper avec vous, je ferai tout ce que vous me direz. 8 ans qu'il se prépare. Cette ascension, c'est tout pour lui. Si Canvas, vous me recevez? Vous êtes en retard sur l'horaire, l'orage sera là-haut avant vous. Ne cherche pas à le suivre à tout prix. Le corps n'est pas fait pour survivre à cette altitude. On a perdu trop de temps. La fenêtre est trop courte. Kamashi, réveille-toi! Laisse-moi. Pourquoi tu fais ça? Une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Il n'y a plus que ça qui compte. À Katmandou, le reporter japonais Fukamashi croit reconnaître Abu Joji, cet alpiniste que l'on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait changer l'histoire de l'alpinisme. Pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamashi se lance sur les traces de Abu. À l'heure où le cinéma d'animation diversifie ses techniques et mélange de plus en plus souvent 3D et 2D, on pourrait se demander si l'animation traditionnelle en 2D n'est pas vouée à se raréfier. Et peut-être que si. Mais voilà un film qui ne pourrait pas exister en 3D ou alors qui perdrait une grande partie de son impact. Le Sommet des Dieux est sorti en salle et je regrette de l'avoir raté à ce moment. Adapté d'un manga de Jiro Taniguchi par une équipe française, on retrouve le meilleur des deux cultures dans une animation, 2D donc, qui n'a rien à envier aux japonais et qui nous propose des magnifiques tableaux des plus grands sommets à travers le monde, des Alpes et son mont Cervin à l'Everest comme ultime horizon. L'histoire se construit sous la forme d'un reportage, format courant en bande dessinée, croisant les destins d'un journaliste et d'un alpiniste disparu, et dresse en toute subtilité un joli parallèle entre les deux personnages, l'un en poursuivant l'autre, l'autre poursuivant les sommets. Par certains points, il me rappelle J'ai perdu mon corps, autre récent coup d'éclat de l'animation française, notamment par sa structure narrative, la maturité et parfois dureté de son récit, la pureté de ses émotions ou encore sa capacité à captiver le spectateur avec un sujet étonnamment spécifique. La menuiserie dont j'ai perdu mon corps, l'alpinisme ici. Pour avoir lu quelques œuvres de Taniguchi, on retrouve ici parfaitement adapté le rapport sacré que le mangaka entretient à la nature, béat d'admiration devant son immensité. Souvent vulgairement résumé à un loisir pour enfants, le cinéma d'animation prouve encore une fois, s'il le fallait, qu'il a bien plus à offrir, y compris en France. Grimper. Grimper encore, toujours plus haut. Et après? Et en numéro 1 de mon classement, il s'agit de l'événement d'Audrey Diwan. On s'est pas vu depuis 3 mois, c'est ça? C'est ici que vous avez mal? Pas seulement. Quel genre de douleur? Ça fait comme des crampes. Où
Donc ça y est, c'est fini, vous allez rater vos examens? Oui, non? Non. Vos parents ont des problèmes, hein? C'est une histoire d'argent? Non, c'est pas ça. Alors c'est quoi? France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide d'avorter, prête à tout pour disposer de son corps et de son avenir. Elle s'engage alors seule dans une course contre la montre, bravant la loi. L'événement est une adaptation du roman éponyme d'Annie Ernaux, et la première chose que l'on peut dire avec ce film, c'est à quel point il comprend le style de cette autrice, et il arrive à s'en inspirer pour créer une expérience cinématographique unique. J'ai pas lu l'événement, mais j'ai lu d'autres livres d'Annie Ernaux, et c'est une autrice qui a une écriture très directe, sans emphase, mais qui n'oublie jamais l'émotion. Et il y a vraiment ça dans le film. Tout va à l'essentiel, en une scène, que dis-je parfois en 30 secondes, t'as compris un enjeu qui est fondamental dans la caractérisation du personnage, car l'actrice a l'intonation parfaite, parce que ça tombe pile au moment qu'il faut au niveau du montage. J'adore cette efficacité. Et même si c'est quelque chose qui est inhérent au style d'Annie Ernaux, c'était pas une mince affaire, il me semble, de traduire ça aussi bien à l'écran. Car oui, la mise en scène de ce film me fascine. On est toujours très proche des visages, des expressions, on ne lâche jamais l'héroïne, elle est sur tous les plans, et il va y avoir très peu de profondeur de champ pour faire ressentir son angoisse permanente, mais les environnements transparaissent à l'écran à chaque fois, que l'on soit à l'université, chez l'héroïne ou à la plage. Pourtant, comme je le disais, il y a beaucoup de flou, mais les couleurs, les éléments du décor, les notes de lumière ont assez de matérialité pour être palpables, et à la limite, le fait que le décor soit un peu flou, ça leur donne quelque chose de l'ordre du souvenir, une force supplémentaire. Enfin, et je terminerai là-dessus, je trouve que c'est un long métrage qui, bien que son intrigue s'ancre 60 ans en arrière, est profondément actuel dans le bon sens du terme. Déjà, il traite de questions qui sont essentielles à traiter aujourd'hui, par exemple quand on voit la montée des partis conservateurs dans le monde, actuel aussi dans sa façon dont il ose varier les tons. On est sur un drame profondément intime, un thriller, et des fois on flirte presque avec le film d'horreur. Actuel également dans ce qu'il raconte sur la jeunesse. Pourtant, les personnages principaux sont des jeunes qui vivent dans les années 60, mais leur profonde solitude, le manque qu'ils éprouvent, est encore très parlant aujourd'hui. Politique, organique, émouvant et direct, s'il y a bien un film de 2021 à ne pas rater selon moi, c'est l'événement d'Audrey Diwan. Pas le choix, il faut l'accepter. Le corps réagit mal, il peut y avoir des complications. C'est un risque, c'est pénible. Et mon film numéro 1 de l'année, c'est Gagarine, un film réalisé par Fanny Liattard et Jérémy Trouille. T'as le vertige. Gagarine, il n'a pas le vertige. Eh Yuri, faut que tu perds, hein, ils vont la détruire la cité. Mais c'est quoi ici? C'est chez moi. T'as pété un câble, toi, en fait. Reste avec moi, tu peux rester avec moi. Yuri est un adolescent de 16 ans qui vit à Gagarine, l'immense cité de briques rouges d'Ivry-sur-Seine. Depuis qu'il est tout petit, il rêve de devenir cosmonaute. Un jour, il apprend que la cité de son enfance est menacée de démolition. Yuri décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de Diana, ou Sam et ses habitants, il se donne pour mission de sauver la cité, devenue son vaisseau spatial. Je me rends compte que mon top 3 ne comporte que des films français, et j'en profite donc pour mettre un taquet à l'idée reçue selon laquelle le cinéma français n'est pas bon ou varié. Un thriller de science-fiction, un film d'animation, d'enquête et de survie dans la nature, et enfin, Gagarine. Un film qui parle d'isolement et de solitude, mais surtout du deuil d'une vie passée qu'on ne retrouvera jamais, dans une forme très singulière. Car Gagarine est un film hors du commun. S'il semble au premier abord un film social sur les cités comme il en existe déjà, la réalisation se déporte au fur et à mesure vers l'expérimental, en mélangeant l'intrigue à une imagerie spatiale qui sert de métaphore et d'échappatoire pour le personnage principal. Il est dur d'en dire plus sans révéler les événements du film, mais bien au-delà du scénario qui devient de plus en plus intense, au point que la séquence finale m'a coupé le souffle, il faut rappeler à quel point le film repose sur un concept simple, le croisement des imageries. D'abord terre-à-terre et naturaliste, celle de la cité et de ses alentours, avec ses travaux, ses barrières et ses camps de gitans, et de l'imagerie spatiale, à son antipode, colorée, esthétisée et presque hallucinatoire. Le film pourrait en rebuter certains par ses séquences contemplatives qui semblent freiner le récit, mais pour peu qu'on se laisse tenter par la proposition singulière à base d'alternance entre la trame principale et des visions troublantes, Gagarine montre qu'il est un film vraiment unique. C'est quoi ton rêve ?
C'est ainsi que se termine cet épisode hors série consacré à nos 3 meilleurs films respectifs de l'année 2021. Petit récap, pour moi il s'agit de À l'abordage de Guillaume Braque, des Intranquilles de Joachim Lafosse et en numéro 1 de L'événement d'Audrey Diwan. Et pour mon cher Pierre, il s'agit d'Oxygène d'Alexandre Aja, du Sommet des dieux de Patrick Imbert et en haut de son classement, Gagarine de Fanny Liattard et Jérémy Trouille. Comme Pierre l'a souligné, on remarque que tous les films sont français. Petite subtilité pour Oxygène, qui est une coproduction française, mais bon, ça reste lié à l'Hexagone, et en plus on trouve Mélanie Laurent en personnage principal. Cela donne de l'espoir quant à ce que nos cinéastes français ont encore à nous raconter, n'en déplaise à ceux qui trouvent que le cinéma français n'est fait que de comédies pas drôles et de drames familiaux chiants. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Pour ne rater aucun épisode ni aucune news, je rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre compte Instagram, @Phosphène le podcast. N'hésitez pas non plus à parler de Phosphène autour de vous si toutefois ce qu'on fait vous plaît. On se retrouve donc pour l'épisode 2, pas hors série cette fois, du podcast. Portez-vous bien et une belle journée.